Bienvenue à la Bibliothèque municipale de l'Alcazar dans le cadre de ces Journées européennes de l'archéologie qui se déroulent cette année du 14 au 20 juin 2020. L'Alcazar participe de façon numérique cette année avec une présentation d'une discipline méconnue du grand public. Il s'agit de l'archéologie du livre, aussi connue sous la dénomination de bibliographie matérielle. L'étude des manuscrits s'appelle la codicologie. L'étude matérielle des livres imprimés s'appelle la bibliographie matérielle du livre imprimé ou l'archéologie du livre imprimé. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'étudier de façon approfondie les ouvrages conservés dans nos collections patrimoniales pour en comprendre les grandes caractéristiques et surtout les caractéristiques matérielles, comment ils sont fabriqués, le contexte dans lequel ils sont fabriqués, ce qui peut ensuite donner des pistes d'interprétation des textes, mais aussi de la façon dont ils ont été lus et diffusés à leur époque et au-delà. Plusieurs exemples d'éléments importants dans l'étude de la fabrication du livre qui ont un impact important sur la façon dont on peut étudier un texte et dont on peut comprendre un texte. Par exemple, l'histoire de la ponctuation. Ça a l'air bête comme ça, mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on ne ponctuait pas les textes, surtout en français, comme on les ponctue aujourd'hui. Et la ponctuation avait un rôle tout différent dans la répartition de la phrase. À la Renaissance aussi, les normes de ponctuation telles qu'on les connaît aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Et surtout, dans les premiers imprimés, le premier siècle de l'imprimerie environ, et même au-delà, les normes de ponctuation, en fait, n'existent pas. Donc ce sont plutôt les habitudes du typographe. La ponctuation n'est pas nécessairement, la ponctuation qu'on a dans une édition originale de la Renaissance n'est pas, ou très rarement, le fait de l'auteur. Donc étudier un texte littéraire de cette époque-là en donnant une trop grande importance à la question de la ponctuation et la façon dont la phrase est découpée par la ponctuation, c'est se risquer à de gros anachronismes, d'autant plus que les pratiques de l'édition critique des textes a tendance à réintroduire un certain nombre de signes de ponctuation, notamment pour des éditions un peu anciennes qui sont moins au point sur ces problèmes-là. Autre exemple, on avait l'habitude, dans les temps anciens, de mettre son nom sur ses livres. Donc, le livre étant un objet cher, étant un objet précieux, on a tendance à vouloir bien indiquer sur son livre qu'il est bien à soi et à personne d'autre. Et l'étude de ces ex-libris, comme on les appelle, est une source extrêmement intéressante pour étudier la circulation des livres dans certains milieux sociaux et de savoir un peu qui les a lus donc à diverses époques. Vous avez aussi d'autres exemples qui permettent donc à l'étude matérielle des livres de donner des pistes d'interprétation et des pistes de compréhension, notamment l'étude des ajouts dans les pages. Lorsque vous avez un livre imprimé fabriqué d'une certaine façon et que vous voyez qu'il y a des pages qui ont été rajoutées après coup, cela peut être ce qu'on appelle un carton, c'est-à-dire des traces de censure où on a demandé à l'imprimeur ou au libraire de supprimer certaines pages et de les remplacer par autre chose. Donc ça, c'est fréquent notamment dans les éditions du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc tous ces éléments, donc ça, ce sont des exemples sur l'étude des livres et ce qu'ils peuvent nous dire des textes qu'ils nous ont transmis et de la façon dont on les a lus et compris. Et donc c'est une discipline qui, certes, ne nécessite pas de partir, de faire des chantiers en extérieur et de fouiller des ruines, mais dans les réserves des bibliothèques peut réserver bien des surprises. Le sujet à Marseille de ces journées de l'archéologie 2021 donc le sujet qui a été retenu est la couleur. Alors la couleur dans les livres, on se dirait, voilà, donc vous voyez ces beaux livres qui sont autour de moi, effectivement, ils sont pleins de couleurs, mais ce dont je vais vous parler, c'est en passant en fait du manuscrit à l'imprimé, la disparition de la couleur progressive et ce que ça implique dans la façon de structurer le texte sur la page.
C'est une petite démonstration de bibliographie matérielle qui, j'espère, va vous intéresser. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'avoir des livres un peu anciens dans les mains savaient qu'il y a très peu de couleurs dans ces livres-là, contrairement à ces très beaux manuscrits médiévaux qu'il y a autour de moi, qui peuvent être parfois richement décorés. Donc, plusieurs de ces manuscrits sont enluminés, d'autres sont simplement décorés de lettres ornées. Donc je vais vous faire une petite promenade justement dans ces décors, ce qu'ils signifient, à quoi ils servent aussi, autre que l'agrément de l'œil, et par quoi ils ont été remplacés à l'âge de l'imprimé. Dans la fabrication du manuscrit, les tâches sont bien réparties entre les différents intervenants, car ce n'est pas la même personne qui va tout réaliser de A jusqu'à Z. Vous avez d'une part le copiste qui va prendre en charge le texte à l'encre, le texte proprement dit. Ensuite, vous avez le rubricateur, donc c'est la personne qui va prendre en charge les lettres majuscules, les intertitres et autres éléments qui permettent de découper le texte et qui vont apparaître souvent en rouge dans nombre de manuscrits anciens, ce qui donne son nom en fait à la rubrique du mot ruber en latin. D'où l'intitulé de rubricateur pour cette fonction. Et enfin, dans un troisième temps, l'enlumineur, qui est un peintre en fait, et qui va intervenir en bout de course dans les espaces laissés libres par le copiste et l'enlumineur. Quelques petits exemples pour vous montrer un peu. Donc, vous voyez ici un livre assez peu décoré, donc il est extrêmement ancien. Il s'agit d'une Vie des pères qui date du XIIe siècle. Il s'agit du livre le plus ancien conservé par la bibliothèque. Et vous voyez qu'effectivement, il a relativement peu de décor. Donc, ceci dit, la couleur et le décor, en fait, donc, quand elle apparaît, a un rôle important, puisque si vous regardez bien, vous voyez cette très belle lettre ornée, donc là, qui marque un début de section. Et vous voyez que pour bien marquer ce début de section, donc, les deux premières lignes ont été écrites en majuscules et que le rubricateur, en fait, a rehaussé à l'encre, donc avec des encres de couleur différentes, donc ici du rouge et du vert, les différentes lettres qui composent ce début de texte, donc pour bien le mettre en valeur et bien montrer que ici ça commence. Et vous voyez aussi que la fin de la partie précédente a été aussi traitée de la même manière, mais avec un petit peu moins de couleur, puisque on n'a que des lettres rehaussées en rouge et pas en vert. Donc le vert étant réservé ici dans ce cas-là au début du texte. Voilà, donc on voit là que le fait de décider d'employer de la couleur a une fonction dans le découpage du texte et dans l'organisation du texte de façon à voir où ça commence, où ça finit, à se repérer plus rapidement. Dans des manuscrits beaucoup plus récents, donc ici vous avez le bréviaire de Saint-Victor, donc un des rares manuscrits produits par l'abbaye de Saint-Victor à Marseille, conservé ici à la bibliothèque. Donc c'est un manuscrit de la toute fin du XVe siècle puisqu'il date de 1498, donc qui a été produit pour un moine. Donc il s'agit de textes liturgiques qui a été extrêmement richement enluminé. Et ici, à ma gauche, donc, vous avez un autre texte, donc un des plus beaux manuscrits de la bibliothèque. Il s'agit donc il a un titre latin, bien sûr. Il s'agit du miroir de la rédemption humaine, c'est-à-dire un texte qui étudie en fait les passages des textes sacrés, les met en relation les uns et les autres pour mettre en avant le thème du salut divin. Donc ici, il est ouvert à la page de la pénitence et ce qui est extrêmement intéressant dans l'organisation du manuscrit tel qu'il a été conçu par ses créateurs, c'est qu'il met en rapport en fait du texte biblique ou des réécritures en vers en fait qui sont présentées en 4 colonnes, chacune se rapportant à un épisode qui est illustré
ici en haut. Donc ici vous avez la page qui est liée, qui est dédiée en fait au thème de la pénitence, avec d'une part Marie-Madeleine qui va essuyer les pieds du Christ à la veille de la Passion, et différents thèmes autour de la pénitence, donc qui se trouvent soit dans les évangiles, donc au niveau des paraboles, soit dans l'Ancien Testament. Et donc c'est donc non seulement le texte, en fait, il y a vraiment un travail érudit et très savant de théologie pour mettre en rapport les textes les uns avec les autres et produire donc un discours théologique, mais ce discours en fait est enrichi par l'image, et donc le choix de rajouter ces couleurs-là et ces très belles images enluminées, donc qui ne sont pas là uniquement pour décorer, mais sont là aussi pour donner en fait un aspect visuel à ce découpage du texte. Voilà. Et quant au manuscrit de Saint-Victor, donc je vous l'ai ouvert donc à une page où l'on voit une enluminure pleine page qui représente la décollation de Saint Jean-Baptiste, et vous voyez que comme dans le manuscrit beaucoup plus ancien qui est à côté, on va vous présenter des débuts qui vont être marqués par des lettres plus ornées que les autres. Et vous voyez ces rubriques en rouge qui séparent les éléments de la liturgie, et vous voyez en fait des petits éléments aussi en rouge qui apparaissent au milieu du texte, et l'emploi du rouge va indiquer qu'on change en fait d'interlocuteur, c'est-à-dire que vous avez les versets et les répons dans le déroulé de la liturgie, donc du coup ça permet de suivre de façon très précise. Voilà, donc là vous avez un bréviaire, donc un ouvrage liturgique à peu près. Donc vous avez aussi ce genre de découpage et ce genre d'utilisation de la couleur qui va être donc aussi dans d'autres très beaux ouvrages conservés à la bibliothèque, donc qu'on appelle des livres d'heures. Donc un livre d'heures, c'est aussi un livre de prière, mais plutôt dédié en fait aux laïcs et à la dévotion privée. Donc il s'agit aussi de déroulé de prière. Donc là je vous l'ouvre à la page, une page le début de la prière en fait formelle est marqué par cette magnifique lettre ornée qui représente la visitation. Donc là vous avez les heures de Thérouanne qui ont été produites dans le nord de la France. Donc fin XIIIe, début XIVe siècle, et qui sont aussi un des trésors de la bibliothèque. Voilà, donc vous voyez que ce genre de dispositif et l'importance en fait de ces images pour découper le texte continue, puisque là vous avez la même prière dans un autre livre d'heures qui est beaucoup plus tardif, parce que celui-ci date plutôt du début du XVIe siècle, et vous voyez la même prière qui est aussi marquée par un très beau dé donc orné, qui représente cette fois-ci la fuite en Égypte. Mais vous avez un peu donc avec des styles différents puisque l'époque a évolué, mais un peu le même type de disposition. Avec l'invention de l'imprimerie, la technique évolue. Au début, les imprimeurs ne prennent en compte que le texte et n'impriment que le texte. Derrière, vous avez des enlumineurs ou des rubricateurs qui vont passer pour faire comme avec les manuscrits, d'où certains livres imprimés au XVe siècle qui ressemblent énormément à des manuscrits. Un exemple est par exemple ce bréviaire d'Autun, donc qui ressemble très étroitement au bréviaire de Saint-Victor qu'on a vu tout à l'heure, et donc qui date exactement de la même période, la différence étant que celui-ci est imprimé, tandis que l'autre était manuscrit. Mais sinon, vous voyez que donc un décorateur est venu réaliser un cadre et que le rubricateur a rajouté les rubriques en rouge et que certaines lettres en rouge et bleu donc sont bien marquées pour marquer les différentes séquences de la liturgie.
Donc un autre exemple très spectaculaire et que personnellement j'aime beaucoup, donc vous avez cet incunable magnifique qui est un des premiers livres imprimés à Venise. Il s'agit d'un Eusèbe de Césarée imprimé par Nicolas Janson en 1470 et vous voyez que le propriétaire a fait réaliser un somptueux décor, alors pas du tout dans un goût très humaniste et très italien, mais qui repose exactement sur les mêmes techniques et donc sur la même séparation des tâches que pour un manuscrit d'allure très gothique et très médiévale. Donc ici, la différence simplement, c'est que le rubricateur a fait ses rubriques simplement à l'encre à l'encre ordinaire au lieu de les faire en rouge. Peu à peu, les imprimeurs se rendent compte que les enlumineurs et les rubricateurs ne peuvent pas suivre la cadence, car donc un livre imprimé est tiré à plusieurs centaines d'exemplaires en une seule fois, et évidemment, ils sont décorés à la main, un par un. Donc, ce qui fait que de nombreux ouvrages se retrouvent en fait sans le décor qui était prévu. Donc, peu à peu, ce qui se passe, c'est que les imprimeurs vont utiliser la technique de la gravure sur bois pour prendre en charge toutes les parties de décor et d'illustration. Vous en avez des exemples dans ce fragment ici conservé donc à la bibliothèque. Vous avez un fragment des Épîtres d'Ovide imprimé à Bruges. Donc vous avez cette gravure qui vient marquer le début du 8e livre et vous voyez que une lettre ornée devait marquer aussi le début de l'ouvrage, sauf que elle n'a jamais été réalisée. Donc la place a été laissée par l'imprimeur, mais donc elle n'a jamais été réalisée. Ici, vous en avez un autre exemple avec les heures imprimées par Simon Vostre à Paris, toujours à la fin du XVe siècle, où donc c'est un livre de luxe imprimé sur parchemin, ce qui est extrêmement rare. Donc vous voyez que l'imprimeur a pris en charge une grande partie du décor avec donc ce très beau donc, cette très belle scène du baiser de Judas au jardin des Oliviers et des encadrements divers et variés pour encadrer le déroulement des prières. Mais vous voyez que donc, les lettres, enfin les majuscules ont été peintes. Donc, tout au long de l'ouvrage, en fait, vous avez ces lettres rouges et bleues et un peu d'or aussi pour rehausser le tout. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de couleurs. Elle n'a pas complètement disparu, mais il y en a beaucoup moins. Donc ça devient vrai donc, aussi dans l'illustration. Donc ici je vous montre un ouvrage, donc il s'agit de La Nef des Fous de Sébastien Brandt en version française. Et là vous voyez qu'à ce stade-là, l'imprimeur a aussi pris en charge la réalisation des lettres ornées au moyen donc de gravure, donc de lettrines gravées qu'il va employer dans le texte. Donc elle recouvre exactement les mêmes fonctions dans l'organisation du texte que ce qui se passait à l'époque médiévale. Simplement, maintenant, vous avez la couleur qui a complètement disparu puisqu'on se retrouve avec un ouvrage en noir et blanc. Voilà, avec de très belles illustrations, cependant. Au fur et à mesure que les imprimeurs prennent en charge les fonctions de décor et d'illustration, la couleur disparaît peu à peu des livres. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît complètement, car donc, dans certains rares cas, les possesseurs vont décider de continuer à colorier leurs ouvrages, donc soit au pochoir, soit donc à la gouache ou à l'aquarelle. Il arrive dans certains cas particulièrement luxueux, notamment dans le cas d'exemplaires de dédicace, c'est-à-dire d'exemplaires offerts par l'auteur à leur protecteur, que des enluminures soient réalisées par-dessus les gravures. Donc ici, on a un petit exemple de livre de la première moitié du XVIe siècle
on voit que le début du 8e livre est simplement marqué par une lettre ornée. Voilà. Le commentaire est réparti donc en plus petit sur les côtés, et on voit que les différentes sections du commentaire sont elles aussi marquées par une lettre ornée. Vous avez donc cette belle édition des œuvres de Pétrarque, où vous avez le début du triomphe d'amour qui est marqué par une gravure, et ensuite vous avez le début du texte et du commentaire, puisqu'il s'agit aussi d'une édition commentée, marquée par leurs lettres ornées. Donc là, on a vraiment une habitude qui se prend dans les ateliers typographiques, donc de prendre en charge ces éléments-là, mais en noir et blanc. Cependant, ce noir et blanc n'est pas nécessairement le bout. Alors pourquoi justement du noir et blanc et pas de couleur? Tout simplement parce que le fait d'intégrer de la couleur, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué techniquement. Donc ici un petit exemple avec voilà, donc ce Cicéron du tout début du XVIe siècle. Donc, comme vous voyez, le titre apparaît en noir et rouge. Donc, le plus souvent, en fait, quand les imprimeurs impriment autre chose que du noir, ça va être du rouge. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, chaque couleur nécessite un passage différent sous la presse. Donc, cela signifie que pour arriver à caler les choses de façon à ce que les différents éléments ne s'impriment pas les uns sur les autres, ça demande un travail de calage assez minutieux. Généralement, ça va être réservé au titre de l'ouvrage, et ça va être réservé à des éditions qui se veulent plutôt prestigieuses et qui vont coûter relativement cher. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus... un autre exemple, donc des décrétales du droit canon publiés dans l'atelier de Berthold Rimbaud, qui est un des fondateurs d'un des premiers ateliers typographiques parisiens. Donc vous voyez qu'il a introduit du rouge au début, et qu'il a donc utilisé aussi le rouge à l'intérieur, et donc il a décidé d'utiliser une rubrication et des lettres ornées, enfin des majuscules et des pieds de mouche en fait aussi en rouge, de façon à mettre en avant. Mais là, il s'agit d'un ouvrage en fait qui se veut particulièrement prestigieux, puisque cela demande un très très gros travail de mise en place dans l'atelier de l'imprimeur. Donc c'est un ouvrage qui coûte extrêmement cher à produire. Aux époques qui suivent, la couleur reste remarquablement absente du livre imprimé. Donc l'habitude se poursuit de n'imprimer qu'en noir et blanc et occasionnellement en rouge. La couleur fera sa réapparition beaucoup plus tard avec des techniques complètement différentes au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, et surtout au XIXe siècle. En attendant, dans les périodes XVIIe, XVIIIe siècle, il peut arriver que certains ouvrages soient coloriés, notamment au pochoir, mais ça reste relativement rare. Ceci dit, la pratique de titres en noir et rouge perdure pendant toute la période pour les ouvrages particulièrement prestigieux et particulièrement remarquables. Donc, par exemple, cette énorme Bible qui porte une très belle reliure d'époque, imprimée par Antoine Vitré, qui est l'imprimeur du roi à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV. Je vais vous le montrer, donc avec un très beau titre en noir et rouge aussi, comme vous voyez, donc avec une esthétique qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu au tournant du XVe et du XVIe siècle. Mais ensuite, les gravures sont en noir et blanc, comme vous pouvez le constater, et la couleur est complètement absente du reste de l'ouvrage.